ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est faire un petit tour de la pensée économique. Ce qui me motive, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre le fait que finalement il y a beaucoup d'économistes qui apportent leur soutien à des programmes totalement antilibéraux. Et voilà, donc on trouve toujours un bon économiste pour venir nous dire que finalement la dette c'est pas grave, il y a toujours un économiste qui va venir. Et donc on a l'impression d'une certaine cacophonie. Il faut dire aussi que si on a comme moi la possibilité d'être dans un département d'économie, dans une université, la plupart de mes collègues, soyons honnêtes, ne sont pas des libéraux. Et donc voilà, la question c'est d'essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé à cette discipline, à cet ensemble de connaissances qui fait qu'aujourd'hui finalement la thèse libérale est, même chez les économistes, mal comprise, etc. Donc pour essayer de répondre à ça, je vais vous proposer un petit tour d'horizon, alors forcément incomplet, parce que bon, je vais partir plus ou moins d'Adam Smith, donc il y a eu pas mal d'économistes depuis, en essayant de m'arrêter sur quelques points qui me paraissent clés, voilà, en tant qu'économiste, en contact avec d'autres économistes. Alors, bon, si la fin devrait bien fonctionner. Voilà, alors, bon, peut-être en guise d'introduction, j'ai envie de dire que l'économiste qu'on cite le plus souvent, ou les économistes qu'on cite les plus souvent comme les pères de la science économique, je pense à Adam Smith, on pourrait parler de Cantillon, on pourrait parler de Bourdieu, on pourrait parler de Turgot. Évidemment, ce n'étaient pas des économistes. Ce n'étaient pas des économistes, ils avaient une formation de philosophe, philosophie morale, de droit, etc. Ce qui a fait probablement naître un champ d'investigation que plus tard on va appeler l'économie, c'est ce phénomène bien connu. Alors, la courbe, vous ne voyez peut-être pas le détail, mais enfin, c'est le PIB en France par habitant depuis l'an 0 jusqu'à l'an 2000 et quelques. Et évidemment, ce qu'on constate, c'est que globalement, il y a eu absolument très peu d'évolution dans le niveau de vie des habitants de la région France, parce qu'évidemment, ce n'est pas la France qu'on connaît aujourd'hui, pendant des millénaires, et puis alors on pourrait continuer, remonter, il ne s'est quasiment rien passé. Un petit sursaut vers le XIIe, XIIIe siècle, et puis là, il commence à y avoir une petite pente, à peu près au XVIIIe, et puis au XIXe siècle. XIXe siècle, je rappelle, c'est à peu près 1 à 2% de croissance annuelle, mais régulière. Et ça, c'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Donc l'économie naît avec ça, avec finalement, pour expliquer, naît à peu près ici, pour expliquer ce phénomène, voilà, de la richesse des nations. Comment on se développe? Même pas comment on se développe plus vite, parce que ce qui se passe là, c'est du jamais vu dans l'histoire de la nuit. Donc pourquoi il y a certains pays qui d'un coup arrivent à sortir de ce qui était plus ou moins la norme pendant des millénaires? Alors c'est assez intéressant parce que donc, du coup on voit que la science économique, c'est la science du développement. Moi, en tant qu'économiste, je trouve assez intéressant que maintenant il y a des économistes du développement, comme s'il pouvait y avoir des économistes du non-développement. J'avais un collègue à Aix-Marseille qui avait écrit un ouvrage sur l'économie de la pauvreté. Et ça rappelait une discussion entre, je crois, Peter Bauer, qui était un grand économiste anglais du développement, une bonne référence au développement pour ceux qui s'intéressent aujourd'hui à ces questions. Peter Bauer, c'est donc le milieu du XXe à peu près. Il a dû écrire dans les années 70. Et puis John Kenneth Galbraith, aussi un économiste américain très connu dans les années 70, le grand opposant à Friedman. Et donc Galbraith parlait de l'économie de la pauvreté et Peter Bauer lui répondait, mais
Il n'y a pas d'économie de la pauvreté. La pauvreté, ça n'a pas à s'expliquer, c'est notre état naturel. Si on ne fait rien, on est pauvre. L'économie du développement, oui, comment est-ce qu'on école? Mais l'économie de la pauvreté, on n'a pas besoin de réfléchir pendant des années. Donc l'économie, c'est de l'économie du développement, c'est un pléonasme. Alors aujourd'hui, on parle même de l'économie du développement durable. Alors là, comme si un développement n'est pas durable, alors que le développement, par définition, voilà, c'est pas une bonne année. Ça, c'est le développement, ça veut dire qu'il y a de toute évidence, on est sur une trajectoire intéressante. Voilà, donc les économistes vont essayer d'expliquer, donc ils constatent, ils essaient d'expliquer cette évolution de certaines régions. Hein. Et l'une des explications, c'est pas la seule, au passage, j'aurais pu mettre un lien, mais en préparant ces notes, parce que moi je vais passer très très vite, mais si vous voulez découvrir ces auteurs, il y a nos amis de l'Institut Copé, CO2PET, qui ont plein de merveilleux textes, de Bois-Guilbert, de Cantillon, donc n'hésitez pas, vous tapez Institut Copé, vous allez voir une très très belle bibliothèque de textes, des auteurs que je n'aurai même pas l'occasion de mentionner pour vous aujourd'hui. Voilà, donc on va s'arrêter sur notre père, Papa Smith. J'ai une collègue de Ray McCloskey qui se signe à chaque fois qu'elle parle de Smith. Comme le disait Papa. Voilà. Notre père Adam Smith. Donc Adam Smith va proposer une analyse. Alors, je reviendrai dans un instant sur cette... Mais on peut dire que ce que fait Adam Smith, en particulier dans La richesse des nations, c'est qu'il constate, il explique, il approuve. D'abord, il constate, je crois que ça c'est important une fois encore, je reviens sur ce que je disais, l'économie est partie d'une constatation. Il y a certaines régions du monde qui se développent beaucoup plus vite. À l'époque, c'est les Pays-Bas, d'une certaine façon l'Angleterre, l'Écosse, et puis il y en a qui se développent beaucoup moins vite, la France, l'Espagne, l'Italie qui était florissante au XIIe siècle, va complètement plongé. Donc tout part d'une constatation, et ça je crois, je vais y revenir, je crois que c'est extrêmement important. Smith partage ça avec David Hume, il commence par observer la réalité. C'est pas de l'empiricisme, c'est pas, mais c'est de là dont on doit partir. Ensuite, il va essayer d'expliquer. Et l'explication, eh bien, il la trouve dans ce qu'il appelle le système de la liberté naturelle. Les pays qui se développent sont les pays qui ont choisi le système de la liberté naturelle. Le système de la liberté naturelle, c'est quoi? Eh bien, c'est les bases institutionnelles d'une société de liberté, c'est-à-dire la propriété, le contrat, le respect de l'autre, la responsabilité extra-contractuelle. Une liberté qui respecte autrui. C'est ça qu'il appelle le système de liberté naturelle, qui oppose dans son ouvrage à d'autres systèmes, en particulier, et c'est lui qui est responsable un peu de l'appellation, le système mercantilisme. Le mercantilisme se caractérisant par finalement une intervention forte de l'État dans les affaires économiques, en particulier, bien au-delà donc des fonctions régaliennes. Donc Adam Smith va expliquer en quoi ce système de la liberté naturelle produit cette expansion de la richesse. Et alors c'est sa fameuse main invisible, on sait tous, qui en fait n'est pas très sorcière, c'est l'idée que justement, quand on a la propriété et le contrat, on est incité à innover, à chercher le meilleur usage qu'on peut faire de ce qu'on possède, etc. On peut coopérer, on peut faire la division du travail, on peut se spécialiser, on a les radars ouverts. Donc, il donne une explication qui est presque de bon sens, et qui donc insiste sur le lien, en tout cas c'est le lien qu'il propose, je crois, de façon convaincante, entre finalement ces règles du jeu, le système de la liberté individuelle, c'est les règles du jeu pour vivre ensemble, et le résultat. Et par contre, les pays qui, eux, n'arrivent pas à décoller, ben, c'est les pays qui n'ont pas adopté les mêmes règles du jeu. Et c'est vrai,
intéressant de voir ce petit pays de Hollande qui finalement est 2 fois plus riche, y compris que l'Angleterre, à la fin du XVIIIe. Voilà. Donc il explique, et puis également, c'était mon... Alors, bon, ça c'est sa conclusion, hein, mais c'est la conclusion, c'est pas un postulat de départ. Hein. C'est après son explication, il va dire, le souverain se trouve entièrement débarrassé d'une charge qu'il ne pourrait essayer de remplir sans s'exposer infailliblement à se voir sans cesse trompé de 1000 manières, et pour l'accomplissement convenable de laquelle il n'y a aucune sagesse humaine ni connaissance qui puisse suffire. Donc quelle est cette tâche dont le souverain ne doit pas se mêler? C'est la charge d'être le surintendant de l'industrie du particulier, c'est-à-dire dire aux gens ce qu'ils doivent faire, dans quoi ils doivent investir, essayer de la diriger vers les emplois les mieux assortis à l'intérêt général de la société. Donc Adam Smith n'achète pas ce discours, hein, il pense au contraire que c'est ce qu'il va expliquer par la suite, si vous lisez cet excellent ouvrage, c'est-à-dire d'ailleurs ceux qui en général disent agir au nom de l'intérêt général, ce sont ceux qui sont les plus dangereux et qui font le plus de catastrophes. Donc, voilà, dans une phrase résumée un peu, en tout cas la conclusion pratique, mais de cette analyse libérale. Une fois encore, c'est la conclusion, ça c'est pas la phrase par laquelle il débute son ouvrage. C'est après avoir expliqué tout le problème de la connaissance, sur lequel on reviendra, mais on voit que ce problème de la connaissance est au cœur finalement des recommandations de Smith. Et puis la question de la sagesse, c'est-à-dire dans quelle mesure le souverain, nos gouvernants, savent ce qui est bon pour nous, savent... Voilà. Donc c'est les deux problèmes. Hein. Est-ce qu'ils ont la sagesse, hein, et puis à supposer qu'ils aient la sagesse, est-ce qu'ils auraient les connaissances, hein. Donc déjà, qu'est-ce qui est bon pour la société, et à supposer qu'on arrive à se mettre d'accord, et on n'y arrivera pas, probablement l'objet d'une autre intervention sur l'intérêt général. Est-ce qu'on a les moyens d'y parvenir? Voilà. Donc ça, c'est la tradition de Smith, ce qui fait qu'au début du 19e, vous savez que parler d'un économiste libéral, c'est faire un pléonasme. Les économistes sont des libéraux. On a même nos collègues physiocrates ici, qu'on appelle la secte des économistes, et les physiocrates sont globalement des libéraux, globalement, puisque en fait, on ne peut pas mettre tous ces physiocrates dans le même verbe, c'est Dr Kenney, Dupont de Nemours, etc. Turgot est un libéral cohérent, mais Turgot est probablement un petit peu en marge quand même de cette école libérale physiocrate, cette école physiocrate. Voilà, donc Smith fait une proposition qui séduit finalement une grande partie des intellectuels de l'époque. Alors, Smith approuve, alors pourquoi j'ai mis approuver, un raccourci, parce que cette analyse, comment les gens deviennent riches, les nations, et bon, réponse proposée par le système de liberté naturelle, c'est finalement, ça aboutit à une conclusion qui est cohérente avec, j'allais dire, l'autre Adam Smith, celui de la richesse des nations, celui qui a compris selon quoi sont faits les individus, leur besoin de partager, de communiquer, voilà. Donc c'est en ligne également avec une tradition qui a déjà un peu plus d'un siècle en Angleterre, la tradition de John Locke, des Levelers, de la Rule of Law. Hein, finalement, tout ça s'emboîte parfaitement, même si au départ on est parti d'une analyse plus sur la richesse économique. Finalement, la solution, il se trouve que c'est impeccable, c'est en ligne avec la Bill of Rights, avec toute une approche, une fois qu'on doit aux penseurs, en fait, à l'idée relativement moderne des droits individuels. Alors, j'avais une citation que j'ai perdue. Alors, juste pour vous donner le lien de la citation, je ne l'ai pas mise, mais pour vous dire que les premiers économistes étaient vraiment dans cette philosophie, il y a une citation que j'utilise souvent de Gustave de Molinari, l'économiste industriel franco-belge du milieu du 19e,
très ami avec Bastia, etc., qui a écrit dans ses ouvrages qui sont juste derrière, le journal des économistes. Et dans l'introduction des soirées de la rue Saint-Lazare, il écrit « La thèse que j'entreprends de soutenir n'est pas nouvelle. Tous les économistes, il parle des économistes, ont défendu la propriété, système de liberté naturelle. Et l'économie n'est autre chose que la démonstration des lois naturelles qui ont la propriété pour base. » Donc à l'époque 19e, c'est quoi l'économie? Si vous avez le système de la liberté naturelle, donc la propriété essentiellement, il va y avoir des conséquences. Et c'est ce que nous a expliqué Smith, c'est extrêmement visible, et c'est ce que fait l'économie. Donc ça, c'était l'économie 19e. Alors après, il cite Kenney, Turgot, Adam Smith, Malthus, Ricardo, ont passé leur vie à observer ces lois et à les démontrer, leurs disciples, etc. Voilà. Alors, vous voyez, c'est intéressant, il met Ricardo et Malthus dans le même bain que Smith, notre ami Molinari. Probablement parce qu'il n'a pas assez de recul. Ricardo a écrit 10 ans plus tôt. Enfin, avec du recul, je crois qu'en fait, le libéralisme commence à s'égarer avec Malthus et Ricardo. Et ça, je crois, c'est une conviction que j'ai. Alors pourquoi? Ce qu'il y a de fascinant, c'est que Malthus et Ricardo vont devenir les économistes de la rareté. Alors que Smith, c'est l'économiste du développement. Comment devient-on riche? Comment avoir cette voilà. Eux, c'est la rareté. Vous connaissez tous Malthus, et c'est sur la population, halte là, faites plus d'enfants. Ricardo, les rendements décroissants, le salaire, la tendance du salaire vers le minimum vital, etc. Donc ce sont les économistes de la rareté. Alors, d'autant plus étonnant que on est au début, Smith, c'est les balbutiements de la révolution industrielle. Eux, ils ont déjà un pied dans cette révolution industrielle, dans les années 1830, etc. Et voilà. J'ai mis ce graphique parce que, évidemment, ça illustre bien la période. Vous voyez, ça c'est le taux de natalité, de mortalité, 1700, 1840. Donc évidemment, Malthus, lui, il écrit son essai sur la population là, et on voit que depuis quelques décennies, la mortalité, Dieu merci, a baissé. Ça, c'est le fruit du développement. Meilleure hygiène, meilleure alimentation, etc. Et par contre, les taux de natalité, évidemment, sont restés un peu ce qu'ils étaient, parce que c'est plus lié à des us et coutumes, à des traditions. Enfin, voilà, ça va baisser, mais beaucoup plus tard. Et donc, évidemment, la population explose. Donc, Malthus écrit à une époque, et l'économiste historienne McCloskey lui dit on peut donner les circonstances atténuantes à Malthus. Il n'y a jamais eu un doublement de la population comme ça dans l'histoire de l'humanité. Il y avait une. Alors, des fois, il y a eu des choses comme la peste noire, évidemment, mais c'était plutôt dans le sens inverse. Donc, Malthus, je sais pas, il y a une forme de panique. On va sur notre petite île d'Angleterre, on va bientôt se marcher sur le pied, on ne va pas pouvoir nourrir tout le monde, etc. Voilà. Et Ricardo, un peu la même chose. Donc, ça, c'est le premier dérapage. Le deuxième dérapage est peut-être, et là ça devient aussi intéressant, peut-être plus sensible chez Ricardo que chez Malthus, c'est que pour convaincre, on va essayer d'être plus précis. Bon, de Ricardo, on se souvient de son théorie des avantages comparatifs, etc. Pour essayer, et c'est bien, ça reste des libéraux. Malthus, bien qu'il y ait d'après lui un danger imminent, l'État ne doit pas intervenir. Il appelle au bon sens des familles, faites moins d'enfants, mariez-vous plus tard, etc. Mais il ne dit pas c'est l'État qui doit limiter, ou c'est l'État qui doit faire ceci. Bon. De la même façon, Ricardo a beaucoup travaillé pour la libéralisation des échanges, il était parlementaire, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a écrit un certain nombre de ses textes. Donc il reste libéraux en matière de politique économique, si vous voulez, ou de politique sociale. Mais il s'éloigne de Smith. Une fois encore, on n'est plus, c'est assez intéressant, dans l'explication du développement, on est dans la gestion de la rareté. La rareté, il y a un économiste historien qui s'appelle Carlyle qui a dit avec eux, l'économie est devenue la science lugubre, the dismal science.
alors qu'elle n'était pas avec Smith. Et avec Smith, c'est libéralisme super. Oui, alors Ricardo, l'autre chose, donc, ils veulent être plus précis, et pour ça, eh bien, ils vont un peu appauvrir. Ils vont un peu appauvrir l'analyse. On va voir de plus en plus des chiffres et des tableaux et un peu moins l'humain. On va y revenir, mais ça démarre probablement avec Ricardo. Il y a un professeur d'histoire de la pensée qui s'appelait Luc Boursier de Carbone, en français, qui a deux ouvrages qui étaient utilisés il y a quelques temps en histoire de la pensée, qui disait de l'ouvrage de Ricardo, sa théorie, il y a de l'impôt dedans, et il disait le plus clair, c'est finalement la table des matières. On ne comprend rien à l'ouvrage. Alors que Smith, vous pouvez gagner à dire Smith, il y a des histoires, il vous parle, hier je discutais avec Nicolas, il vous parle des cantons en Suisse, il vous parle de télé, voilà, il décrit des hommes d'affaires qui essaient de s'entendre autour d'une table pour essayer de faire monter les prix. Enfin, quand on dit Smith, Smith écrit pour tout le monde. Ricardo, déjà, il écrit pour des spécialistes, ou en tout cas, il veut utiliser un autre langage. Voilà, alors les Français, d'une certaine façon, c'est intéressant, vont mieux porter la flamme de Smith, je crois, que les Anglais qui arrivent juste après Smith, qui est écossais évidemment, mais voilà, j'ai mis à tout hasard, mais je pense que le traité de Jean-Baptiste C, je crois 1801 ou 1802 pour la première édition, enfin au début du 19e, est un ouvrage extraordinaire. Enfin, je conseille encore des fois aux étudiants qui me demandent un manuel d'économie, je dis mais lisez donc le traité de Jean-Baptiste C. Il a 2 siècles maintenant, mais plus de 2 siècles même. Mais je pense que vous en apprendrez plus sur l'économie qu'en lisant le bouquin que vous allez trouver à la FNAC qui vient de sortir sur comment fonctionne l'économie. Donc Jean-Baptiste C, c'est évidemment une bonne référence. Au passage, un petit peu de publicité pour l'école du libéralisme. On a eu une conférence de Romain Trichereau, un historien, qui a fait sa thèse sur le traité Cobden-Chevalier, et qui nous a fait une conférence sur Jean-Baptiste C, un personnage intéressant, entre autres son clash avec Napoléon, n'est-ce pas, parce que Jean-Baptiste C n'a pas voulu modifier son traité pour faire plaisir à Napoléon. Vous avez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et puis, le journal des économistes, alors c'est aussi évidemment Bastiat. Je crois que Bastiat est, je pense, particulièrement intéressant. On retrouve vraiment toutes les dimensions du libéralisme, la dimension analyse économique, mais aussi la dimension morale, la dimension philosophique. La loi, c'est quoi? C'est une reformulation pour moi de l'idée des rule of law. La loi existait avant le Parlement. C'est le Parlement sont là pour protéger la loi et non l'inverse, pas pour la faire. Voilà, donc, alors avec un plus chez Bastiat, enfin 2 plus, moi, pas détaillé là encore, j'espère qu'on aura une conférence sur Bastiat prochainement, mais pour moi il y a 2 plus. D'abord, il commence à voir le fonctionnement, rappelez-vous, il est parlementaire, donc il commence à voir le fonctionnement de nos démocraties modernes, donc c'est un peu un ancêtre du public choice. Il voit, voilà, tout ce que vous trouvez dans un ouvrage de public choice aujourd'hui, le lobbying, etc., il en parle, la pétition des marchands de chandelles, c'est quoi? C'est, vous l'expliquez déjà à l'époque, c'est le lobbying, il parle de la gestion de la sécurité sociale, donc il a cette analyse qu'on trouve beaucoup moins chez Smith ou chez C, du fonctionnement réel d'une démocratie moderne. Et ça, pour ça, c'est très très riche. Et puis une chose que j'apprécie également beaucoup chez Bastiat, qui à mon avis, qu'on trouve déjà chez Jean-Baptiste C, mais c'est vraiment peut-être quelque chose d'intéressant avec cette école française, c'est l'idée du problème de la connaissance. L'un des essais qu'on doit lire, c'est évidemment ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, et ça c'est quoi? C'est le problème de la connaissance. Vous mettez en place une politique, en général parce que vous avez quelques idées en tête des conséquences. La grande difficulté, c'est d'essayer de voir plus loin. Voilà. Ça, c'est le problème de la connaissance. Donc la leçon d'économie que nous donne Bastiat, et surtout pour ceux qui font de la politique publique, est absolument extraordinaire. Alors ça, probablement.
Alors, continuons parce que oui, là, je vais passer un petit peu rapidement. Il y a aussi, hein, parce que j'ai dit les Anglais, les Français sont les seuls porteurs de flammes, bon, c'est toujours pareil, c'est des raccourcis. Et par exemple, moi j'aime beaucoup l'apport de Richard Cobden. Richard Cobden, c'est d'ailleurs lui qui a mené Bastia à se pencher d'un peu plus près sur les questions de l'économie, en particulier du libre-échange. Et donc c'est lui qui avait formé la Ligue, l'Anti-Con Law League, la Ligue contre la loi sur les grains. Donc globalement, il voulait libéraliser le commerce des grains. Et ils vont y arriver. Ils vont y arriver après une longue bataille, ce qui d'ailleurs est aussi politiquement très intéressant, la bataille de Bastia pour réformer et ce qui est intéressant de la Cobden, c'est pour ça que j'ai cette citation-là, c'est que voilà, on voit bien que ce n'est pas que le libre-échange. Ils appellent finalement un nouveau type de société avec de nouvelles relations entre les gens. Et moi, je me bats pas vraiment pour faire baisser le prix des graines, évidemment, oui, c'est là, mais c'est surtout parce que j'envisage une société plus harmonieuse, etc. On retrouve un peu du Bastia. Et donc, je crois que c'est important de souligner qu'il y avait cette dimension très présente chez les libéraux convaincus de ce milieu du 19e. The Economist, ça c'est parce que c'est justement dans la perspective de cette bataille que le magazine a été créé par Wright et Cobden en 1800 et quelques. Alors, après, je ne vais pas trop m'attarder, mais donc, on est dans le 19e, être économiste, c'est être libéral. Hein, et puis, évidemment, il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est une belle chose, les idées. Et donc, il va y avoir alors, les socialistes. Quand on fait un cours d'histoire de la pensée, on va passer 3/4 d'heure à savoir est-ce qu'on peut tous les mettre dans le même panier, est-ce qu'ils sont tous des socialistes, parce qu'évidemment, ils sont tous un peu différents. Qu'est-ce qui les unit? Honnêtement, je pense que la seule chose qui les unisse vraiment, c'est qu'ils n'aiment pas les libéraux. Ça c'est sûr. Ils sont plus contre que pour. C'est pas toujours très clair. Puis les solutions qu'ils proposent sont pas toujours les mêmes. La plupart d'entre eux, à part peut-être ce monsieur, la plupart d'entre eux n'essaient pas d'ailleurs de développer des théories vraiment très fines. Alors quelques-uns quand même de ces... Alors, je ne sais pas si vous les reconnaissez tous, comme on a Nicolas parmi nous, hein, peut-être Nicolas tu reconnais, non Monsieur Molinari, non? Non, mais c'est vrai qu'il y a c'est Sismondi, un Suisse qui a beaucoup pesé sur les idées du 19e, qui est apparemment secondaire, Simon de Sismondi, qui écrit un ouvrage dont le titre et Sismondi, c'est intéressant, il ne veut pas renverser le système, il est assez admiratif du développement mais en même temps, il voit la pauvreté, etc. Donc ça va être un peu le père de ce qu'on appelle le garantisme. C'est-à-dire, il va dire, bon, on va garder la propriété, on va garder le capitalisme, mais il faudrait garantir un emploi, il faudrait garantir le salaire, il faudrait... Donc une idée qui naît très tôt, et tous les autres hein, vont lire Sismondi. C'est assez intéressant. Je ne sais pas si j'ai une petite citation de lui ici, je ne pense pas. À part Marx, Engels, Fourier, c'est quoi les trois autres en bas? Alors, on va y venir. Hein. D'accord. Donc là, on a Fourier, là, on a Liszt, là, on a Saint-Simon. Ah oui. Là, on a Marx, et là, on a Proudhon. Alors, deux ennemis, en fait. Et ça, c'est Gustav Schmoller. C'est le père de l'école historique allemande. Voilà, alors, quelques mots sur tous ces gens-là. Parce qu'on apprend, je crois que c'est important, si on veut comprendre le libéralisme, de comprendre les critiques qui lui ont été adressées. Alors, Fourier, je cite, les économistes ont sanctionné comme nécessaires les deux vices radicaux qu'ils ont trouvés établis. Donc, c'est-à-dire qu'ils existaient avant que Smith écrive. C'est quoi ces deux vices? Le morcellement de l'agriculture et la fausseté du commerce livré à la concurrence individuelle, qui est toute mensongère et complicative, élevant le nombre des agents au 28 de ceux qu'employait le régime véridique. Donc, Fourier, en fait, il n'a rien compris au fonctionnement du marché. Il pense que la concurrence, c'est du gaspillage. Je ne vais pas vous raconter
si vous me demandez dans la question l'histoire des 3 pommes de Fourier. Mais voilà. Donc, ce qui est intéressant quand même chez Fourier, et qui est le côté moderne, c'est qu'il va dire, finalement, l'économie, et il a tort, je pense, probablement, il n'a pas lu la théorie des sentiments moraux, il va dire l'économie, finalement, ne développe que certaines dimensions de l'humanité. Par exemple, le besoin matériel, etc. Il va développer toute une théorie sur ce qu'il faut pour avoir une vie épanouie. Et voilà, pour lui, le système capitaliste exacerbe certaines caractéristiques de l'humain aux dépens des autres. D'où son idée son truc à lui, c'est les phalanstères, donc une petite cité avec 2000 habitants, on travaille quelques heures, mais ça nous permet de développer, voilà, l'homme s'épanouira plus pleinement, l'homme et la femme, dans cette société-là. Donc quand même assez intéressant. Alors, Proudhon, personnage très intéressant aussi, alors avec une ambition, ça c'était son ambition de départ, entre la propriété et la communauté, c'est-à-dire entre l'économie libérale, vous voyez, une fois encore, propriété, économie libérale, le lien était au 19e un lien évident, hein, il n'y avait pas de... et le socialisme d'association, ça c'est Fourier, tous ces gens-là qui veulent, qui voient la société comme une grande association à but non lucratif. Hein. Donc entre ces deux visions, je construirai un monde. Donc il cherche une troisième voie, Fourier. Hein, et il va se prendre de bec avec Marx, il va s'opposer à Marx, donc il ne veut pas aller, d'ailleurs il veut dire quelque chose aussi communiste, je vouais, enfin, vous savez qu'il avait le sens de la formule, hein, la propriété c'est le vol, hein, c'est aussi Proudhon, et d'où le titre du bouquin d'Henri Lepage, La propriété c'est l'envol, qu'il a décrit dans les années 80, etc. Donc il cherche une troisième voie, et puis qu'il ne va pas trouver, c'est ça qui est passionnant chez Proudhon, et il va terminer par un ouvrage sur la propriété. Mais au passage, il a fait des contributions intéressantes, on le présente souvent comme un des pères du mutualisme, par exemple. Si vous êtes pauvre, peut-être vous pouvez mettre ensemble le peu que vous avez, les tontines africaines, hein, mais l'idée en soi est pas ridicule, hein. On peut voilà, faire une société et peut-être ainsi s'offrir un genre de mécanisme d'assurance. Bon, Engels, Marx, c'est assez intéressant. En fait, ce qu'il y a d'intéressant chez Engels et Marx, enfin, moi j'ai toujours trouvé, c'est d'essayer d'expliquer leur succès. Parce que ces phrases sont, enfin, leur analyse est un peu déprimante quand même. Hein. Les individus sont des marionnettes hein, dans l'explication marxiste de la dynamique. Regardez la Engels. Hein. Dans toutes les sociétés de l'histoire ayant existé, la façon dont la richesse est répartie et la société divisée en classes ou en ordres dépend des produits, du mode de production et de l'échange des produits. C'est à partir de là qu'on doit chercher les causes politiques, non dans les cerveaux des hommes, ni dans la connaissance humaine plus approfondie de la vérité éternelle et de la justice, mais dans les transformations des modes de production et d'échange. Honnêtement, c'est assez surprenant. Hein, je veux dire, vous croyez penser, vous croyez réfléchir, vous croyez choisir, en fait vous ne choisissez rien du tout, il faut encore être des marionnettes, voilà, le déterminisme historique, etc. Et pourtant ça va séduire, donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant, ça va séduire avec évidemment en toile de fond, c'est cette idée d'opposition, hein, de conflit, et je crois que malheureusement aujourd'hui on a des traces beaucoup de ça encore dans la façon de voir la vie en société en France. Marx a probablement gagné, toujours opposé des clans, même le wokisme qui est une forme de marxisme, c'est comme si ça opposait ceux qui sont dans la vérité, toujours ce... alors, j'ai pas... quelques mots quand même sur... je suis obligé de passer vite, hein, quelques mots sur ces deux personnages, et c'est assez intéressant. List, je dirais, pour écrire le programme de Mélenchon ou de Le Pen, hein, le protectionnisme éducateur, hein, c'est-à-dire, oui, alors peut-être le programme de Le Pen, peut-être moins bien celui de Mélenchon. Mélenchon, il faudrait peut-être demander à Marx ou à quelqu'un qui ait quelques mots de l'écrire, mais List, c'est, oui, l'école anglaise, comme il appelle, hein, l'école anglaise, qui disent, c'est vrai, c'est pas mal, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Et pour l'Allemagne en particulier, on ne peut pas entrer dans le commerce comme ça, il faut d'abord qu'on se protège, il faut qu'on protège les intérêts de la nation, etc. Puis après donc c'est pas un rejet total
des analyses de l'école classique, mais c'est l'idée qu'il faut savoir les adapter. C'est très moderne, très moderne. Évidemment, je suis pour le libre-échange, je mets un peu de protectionnisme. Et puis Saint-Simon, c'est assez... évidemment, si on est français, on ne peut que noter sur sa triste influence. Il me semblait que j'avais... Alors, Saint-Simon, c'est quelqu'un qui au départ, il va aux États-Unis et il adore ce qu'il voit. Un peu comme Tocqueville, il dit c'est merveilleux. Donc il aime bien le développement, la révolution industrielle, etc. Mais en fait, Saint-Simon pense qu'il faut organiser tout ça. Saint-Simon, c'est le grand organisateur. Et ça, c'est tellement français. Je crois que c'est une pensée. Alors, notre ami Jean-Philippe Feldman dirait probablement que l'erreur française remonte encore bien avant Saint-Simon, puisque dans le titre de son dernier ouvrage m'échappe, l'exception française. Dans l'exception française, il fait remonter cette exception bien avant. Il y a 1000 ans d'étatisme français. Voilà, 1000 ans d'étatisme. Il remonte d'ailleurs plus loin. Voilà. Mais si, bon, Saint-Simon, c'est probablement une étape importante. C'est aussi la création de Polytechnique. Saint-Simon va à Polytechnique, il n'aura jamais son diplôme, enfin il rencontre tous les polytechniciens, et son idée c'est l'élite. On va faire un pays gouverné par l'élite, on va mettre en contact les banquiers avec les ingénieurs, et puis voilà, c'est le socialisme élitiste. Alors comment il... C'est aussi des phalanstères et antérieurs à Fourier, non? Alors, Fourier vient après Saint-Simon. Saint-Simon a déjà l'idée des phalanstères, d'une armée du travail, de machin, etc. Les phalanstères, je ne pense pas, parce qu'ils croient quand même à une société ouverte. Rappelez-vous, les Saint-Simoniens, c'est aussi Suez, c'est aussi... Voilà, on va mettre des chemins de fer de partout. C'est la colonisation, même, c'est eux qui vont, à la fin du 19e, c'est pas les libéraux, c'est les Saint-Simoniens qui vont pousser à la colonisation de l'Algérie, etc. Alors, Saint-Simon, comment il réconcilie ça? C'est assez adroit. Il dit, on administrera les choses au lieu de gouverner les hommes. Parce qu'il veut se dire ami de la liberté. Donc, il ne s'agit pas de gouverner les hommes. On va administrer les choses plutôt que de gouverner les hommes. Un genre de socialisme qui dit non, mais la liberté individuelle, oui, quand même. Mais bon, ceci dit, on va mettre quand même l'élite à la tête du pays. Donc, Chevalier était Saint-Simonien. Alors, Chevalier était Saint-Simonien. C'est pour ça qu'il y en a qui ont un peu de mal à voir chez Chevalier un libéral. Donc Chevalier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le traité sous Napoléon III de libre-échange. Chevalier avec Cobden, le Cobden dont on parlait tout à l'heure. Alors oui, bon après, voilà, je crois que il est clair que Chevalier ne cache pas toutes les cases du libéralisme. En même temps, voilà, est-ce que quand même il n'en cache pas suffisamment pour pouvoir... Voilà, c'est certainement pas un modèle de libéralisme, mais enfin, peut-être si vous élargissez un peu la famille du libéralisme, vous pouvez y mettre Chevalier. Ce serait un peu ma position. Donc je comprends très bien ce qu'ils disent, il n'est pas libéral. C'est vrai qu'à certains égards, il doit pas mal à l'héritage de Saint-Simon. En même temps, voilà, il envisageait une société beaucoup plus libérale probablement que la plupart des contemporains de son époque. Voilà, mettre les choses un petit peu en perspective. Sur Saint-Simon, évidemment, si vous êtes intéressé, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les derniers chapitres de la contre-révolution des sciences de Hayek, où il traite en particulier de ce projet français, qu'il va appeler l'abus de la raison, le constructivisme. Donc Saint-Simon et son collègue au moins d'un temps, Auguste Comte, vont développer un peu cette... Alors il faut que j'avance, je regarde. Oui. Ah mais l'histoire de la pensée, alors on va venir quand même à des choses un peu plus... fin 19e, donc on avance. On avance, donc on rentre dans le 19e avec l'école libérale, qui est la seule, économiste égale libéral, et puis il y a toutes ces contestations qui viennent des différentes formes de socialisme. Au point de vue de l'analyse économique, il y a ce qu'on appelle la révolution marginaliste 1870. Alors c'est quoi cette révolution marginaliste?
C'est une révolution de la pensée, c'est pas une révolution politique. Ce sont 3 auteurs qui, la même année, publient 3 textes dans lesquels ils reviennent en fait sur l'idée de valeur. Qu'est-ce qui fait la valeur des choses? Et les 3 arrivent avec l'idée que finalement les choses n'ont pas de valeur intrinsèque. La valeur, c'est quelque chose de contingent, ça dépend des préférences, des besoins que vous cherchez à satisfaire, ça dépend de ce que vous avez déjà en quelque sorte sur les étagères de votre cuisine et de votre garde-manger. Donc par exemple, le chocolat n'a pas une valeur en lui-même. La valeur du chocolat, ça va dépendre de si je désire faire une mousse au chocolat tout à l'heure et que j'ai pas de chocolat, donc c'est l'idée de l'utilité marginale. Pour ça qu'on appelle ce qui fait la valeur d'une chose, c'est toujours à la marge. La valeur du temps, la valeur de l'argent, la valeur du café, du pastis, ça dépend combien j'ai déjà eu de pastis, ou voilà, combien j'ai dû attendre. Les choses, il n'y a pas de valeur intrinsèque. Alors ça c'est très important parce que ce concept de valeur, je ne vais pas revenir dessus, mais il a été traité de façon très ambiguë. Adam Smith lui-même n'est pas très clair, il dit il y a la valeur d'usage et la valeur d'échange, c'est un peu... Jean-Baptiste C est très bon sur la valeur. Les choses ont de la valeur parce qu'elles sont utiles, voilà, point final. Et il a raison. Il a raison. Marx, évidemment, ça va être la valeur travail, et tout le marxisme était basé. Donc c'est pour ça, c'est quand même une révolution d'essayer d'asseoir la valeur, ce qui est quand même important, la valeur qu'on donne aux choses, le lien entre la valeur et le prix, etc. Donc voilà, donc dans l'histoire de la pensée, on appelle ça une révolution. Les 3 auteurs ne se connaissaient pas, c'est un peu plus trou qu'ils ont écrit la même année. Alors les 3 auteurs, il y en a 2 ici. Ça c'est Karl Menger, l'Autrichien. Ça c'est Léon Walras, le Français qui a trouvé un job encore chez nos collègues suisses, à Lausanne justement, l'école de Lausanne. Et puis le 3e qui n'est pas là, c'est Stanley Jevons, un Anglais. Personnage intéressant aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ces 2 personnages. Parce qu'en fait, lui c'est Karl Menger, M-E-N-G-E-R, c'est le père de l'école autrichienne, 1870, donc Vienne, tuteur du petit prince Rodolphe, qui se suicidera pour des raisons d'amour frustré, parce que ses parents ne veulent pas qu'il se marie avec sa dulcinée. Non mais j'aurais l'occasion de revenir un personnage très important, Léon Walras, qui a raté plusieurs fois Polytechnique, mais qui finalement, une fois encore, a trouvé un bon travail à Lausanne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, et c'est là qu'il va y avoir un peu... on va voir quand même Menger, d'une certaine façon, même si parfois il le critique, il reste très smithien, il reste ancré dans la pensée de Smith. Entre autres, Menger va beaucoup développer ce que Hayek plus tard appellera le concept d'ordre spontané. Il y a des choses qui marchent très bien sans chef. Et c'est un peu contre-intuitif. Là encore, ça mériterait une conférence. Mais voilà, si vous réfléchissez, le marché c'est un ordre spontané, il n'y a personne qui l'organise. Pourtant, ça fonctionne diablement bien. Et Hayek, comme Menger, diront qu'il en va de même du droit, il en va de même de la monnaie. Menger, par exemple, est très connu pour son article sur les origines de la monnaie. Personne n'a inventé la monnaie, personne n'a créé la monnaie, contrairement à quelques aboutis, y compris moi, pendant quelques années, enseigne. C'est pas un roi Gigès qui un jour a dit tiens, sortons du troc, faisons de la monnaie. Non, c'est pas venu comme ça. Ça a évolué petit à petit et ça vient d'en bas. Donc ça c'est Menger. Donc lui, il va garder ce lien avec Smith, il va garder ce lien avec le temps, avec la dynamique, vous voyez, il est encore ancré dans cette approche-là. Walras, lui, c'est les maths. Sa grande ambition, c'est de mettre l'économie en équation. Donc, système d'équilibre général, etc. Chose qu'il n'arrivera pas tout à fait à faire d'un point de vue mathématique, mais les premiers qui vont réussir à le faire, on va leur donner le prix Nobel, ça va être un des premiers prix Nobel, donc il va beaucoup peser sur ce qui va suivre. Voilà, j'avance un petit peu quand même. Alors, donc, à cette époque-là, il commence à y avoir l'arrivée du langage mathématique.
pour essayer de rendre la science économique, alors au passage on a jeté le terme politique, avant on parlait souvent d'économie politique. Maintenant vers la fin du 19e, c'est plus que l'économie, voire la science économique. Et pour beaucoup l'idée c'est de faire de l'économie la science humaine la plus avancée, quoi. De regarder les autres, les sociologues, les psychologues, c'est rigolo, mais nous les économistes, on a des modèles mathématiques, on a... Voilà, on est... donc c'est l'arrivée des mathématiques. Alors un économiste extrêmement connu à la fin du 19e, début 20e, c'est Alfred Marshall, qui est un économiste très fait et qui a des principes d'économie qui va être le manuel utilisé une fois encore fin 19e jusqu'à très tard dans le 20e, jusqu'à 1920. Et regardez sa critique, ça c'est une annexe à ses principes d'économie. C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'Alfred Marshall voit les limites de cet outil, hein, de l'utilisation du langage mathématique en économie. Et il disait, il serait possible d'étendre la portée des systèmes d'équations que nous avons étudiés et d'augmenter leur précision jusqu'à ce qu'ils englobent en eux-mêmes l'ensemble du problème de la demande de distribution. Il faut faire un modèle plus complet de l'économie, plus d'équations, etc. Mais si une illustration mathématique du mode d'action d'un ensemble défini de causes peut être complète en elle-même et strictement exacte dans ses limites clairement définies, donc un modèle mathématique, il a l'avantage d'avoir une cohérence interne, hein, c'est beau d'ailleurs, il en va autrement de toute tentative de saisir l'ensemble d'un problème complexe de la vie réelle. Le modèle mathématique, lui, il a sa cohérence interne, il est superbe, mais ça ne veut pas dire qu'il est en connexion avec une réalité qui est plus complexe. Ou même une partie considérable de ceci, même si vous ne vous intéressez pas à toute la vie réelle, même une petite partie de la vie réelle, ça va être très difficile de la mettre dans un modèle. Car de nombreuses considérations importantes, en particulier celles liées à l'influence multiple de l'élément temps, mais le temps c'est l'innovation, c'est la découverte, ne se prêtent pas facilement à une expression mathématique. Ça c'est important. Si vous insistez pour modéliser avec le langage mathématique l'économie, vous allez devoir exclure tout ce qui en fait la dynamique. Le temps, l'entrepreneur, l'innovation, la découverte. Ça ne peut pas entrer dans votre modèle. Ça ne peut pas entrer dans votre modèle. Voilà. Donc ces paramètres, hein, le temps et tout ce qui va avec, elles doivent être soit complètement omises, donc on ne parle pas, on a un modèle statique, c'est ce qu'est la plupart de l'économie moderne, soit élaguées et taillées jusqu'à ressembler aux oiseaux et aux animaux conventionnels de l'art décoratif. Donc ça c'est parce que si vous ouvrez un bouquin d'économie aujourd'hui, vous allez voir des modèles dynamiques. Hein, c'est marqué dynamique. Alors effectivement, il y a la consommation au temps t, la consommation au temps t plus 1, la consommation au temps t plus 2. Vous voyez bien, il y a le temps dans mon modèle. Oui, mais ça ressemble un peu à un oiseau empaillé qu'on met sur la cheminée, quoi. Il ne vole plus. C'est du temps mécanique. Il n'y a pas de découverte, une fois encore, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de... Alors, voilà, après je peux passer le reste, mais vous voyez, Marshall, il avait vu ce danger. Et d'ailleurs, il a écrit des bouquins d'économie industrielle dans lesquels il n'y a pas une équation aussi, où il essaie de comprendre comment se développent les industries, etc. Alors ça, c'est important peut-être pour la suite. Alors, donc il se passe pas mal de choses à la fin de ce 19e. L'économie mathématique, appelons-la comme ça, dans laquelle vont exceller les Français d'ailleurs, parce que les Français ont souvent des formations d'ingénieurs, les intellectuels français, donc ils sont plus à l'aise avec ce langage que peut-être leurs collègues économistes italiens ou anglais. Il va y avoir un tournant important au début du XXe dans ce qu'on appelle en histoire de la pensée le Socialist Calculation Debate. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre conférence. L'idée, je la rappelle, on est en 1915-20, et c'est l'époque où certains se posent vraiment la question, est-ce qu'on peut planifier une économie? Et effectivement, c'est ce qui va se passer, puisqu'il va y avoir l'Union soviétique, donc il y a des gens qui vont mettre de côté la propriété privée des moyens de production, avoir une propriété collective, et puis une planification centrale, une économie dirigée. Et donc les économistes, ou certains économistes, se demandent si c'est possible, et certains travaillent sérieusement sur le projet. Vous avez ici par exemple un Russe, Abba Lerner, et ici un Polonais, Oskar Lang,
qui sont des économistes aguerris, qui connaissent bien tous ces modèles mathématiques, justement, et qui, sur la base de ces modèles, disent oui, c'est possible. C'est possible, et on peut même faire mieux que le marché. C'est là que d'autres économistes, et cela vous les avez probablement reconnus, Hayek et Mises, vont dire non mais. Et ça, c'est un point crucial, mais bon, ils vont dire si votre compréhension de l'économie vous conduit à la conclusion qu'une économie planifiée va aussi bien fonctionner que le marché, c'est qu'il manque des choses à votre modèle économique de façon dramatique. Arrêter ces modèles d'équilibre général, voilà, vous passez à côté. Mais Marshall l'avait vu quelques années plus tôt, hein, on l'a vu quelques décennies plus tôt. Hein. Donc en fait, il redit ce message. Comment est-ce que vous pouvez planifier, dit dans son fameux papier Mises, si vous n'avez pas de prix? Comment vous n'avez pas de prix, vous n'avez pas de coût non plus. Vous avez des coûts, c'est une somme de prix. Hein. Donc comment vous allez savoir comment produire? Il n'y a pas de profit, il n'y a pas de... Hein. Voilà. Problème de la connaissance, qu'on avait déjà vu chez Smith. Hein, oui, cette tradition. Voilà. Donc ça c'est important, pourquoi? Parce que ben là on commence à voir vraiment des écoles qui deviennent orthogonales. Si vous insistez pour aller dans cette voie, je suis désolé, je ne peux pas vous suivre. Alors évidemment ça va donner toute une série de contributions intéressantes, en particulier chez Mises, chez Hayek, tous les travaux sur la connaissance, économie et connaissance, les prix qui véhiculent de l'information, etc. Voilà. Alors, il faut que j'accélère un peu. On pourrait s'arrêter sur Keynes, ou j'allais dire, on pourrait faire la parenthèse totale. Keynes, c'est un personnage, j'aime bien cette photo, c'est un aristocratique, c'est probablement quelqu'un de brillant, collègue de Hayek. Hayek est à Londres à l'époque, quand Keynes écrit. Dans son économie, il se rattache un peu à des classiques, en fait, des Ricardo, des Malthus. Je sais pas, alors il s'intéresse un peu à tout, il a écrit un bouquin sur la théorie des probabilités, mais enfin, voilà. Assez pragmatique en fin de compte. Hein, sa théorie générale est tout sauf générale. C'est en fait que doit faire le gouvernement pour sortir de la crise. Et lui, il dit, ben, ce qu'il faut, c'est augmenter les dépenses publiques. Voilà. Et il essaie d'expliquer pourquoi, c'est le seul moyen. Voilà, alors, il va avoir un impact important. Et il avait des écrits intéressants d'ailleurs avant sur les réparations de guerre, sur lesquels probablement il avait vu juste. Il va avoir évidemment un impact important après-guerre. Pourquoi? Ben parce que globalement, il met sur pied un schéma qui donne l'impression que les gouvernements peuvent finalement réguler l'économie à l'aide des politiques budgétaires, fiscales, etc. Voilà. Donc, personnage intéressant. Alors, quelques mots sur l'école de Chicago. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elle... Alors évidemment là, vous connaissez les têtes, en tout cas lui, certainement, Milton. Lui, peut-être, Stigler, peut-être pas. Et lui, probablement... Oui, non? Il est venu à Paris plusieurs fois, lui aussi est venu à Paris. Gary Becker. Hein? Gary Becker. Alors, pourquoi l'école de Chicago mérite une référence à part? Parce que eux, ils vont continuer quand même avec cette approche assez formalisée, hein, l'utilisation de modèles. Alors, peut-être pas équilibre général, mais enfin quand même. Hein, c'est pour ça que j'ai pris une photo de Becker, hein, qui trace des courbes, qui écrit des équations au tableau. Ouais, on est... voilà. Et en même temps, ce sont des grands libéraux. C'est des gens qui ont fait beaucoup. Vous lisez Free to Choose de Milton Friedman, c'est merveilleux. Vous regardez les vidéos de Milton Friedman, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le faire sur YouTube, c'est parfois se tordre de rire. D'ailleurs, j'en ai vu une récemment de Milley, où vraiment, en fait, il reprend, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est celle où il arrache tous les ministères. Friedman avait fait la même, il y a une interview assez célèbre de Friedman où on l'interroge, je lui dis alors, si vous êtes demain au gouvernement, qu'est-ce que vous gardez au ministère? Est-ce que vous gardez l'éducation? Friedman dit non. Est-ce que vous gardez la culture? Il dit non. Qu'est-ce que vous gardez là? Donc Milley reprend un peu cette vidéo très, très connue de Friedman, qui je crois
crois, est le nom de l'un des chiens de Milet, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, pourquoi c'est un peu difficile? Parce que, donc, elle utilise des outils qui, en tout cas, si vous suivez, si vous êtes d'accord avec moi, ce ne sont pas des outils appropriés pour comprendre la dynamique de l'économie, des outils trop statiques, des courbes d'offres et de demande, etc. Mais il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas de... Alors oui, mais ils le font d'une certaine façon. Ils font ce que Stigler appelait la théorie des prix, c'est-à-dire que l'école de Chicago, j'ai fréquenté beaucoup d'entre eux, je continue, c'est vrai qu'ils ont dans leur esprit l'offre, la demande, l'utilité marginale, les taux marginaux de substitution, donc leur tête fonctionne comme ça, avec ces outils de la microéconomie classique, mais en même temps, ils ont toujours après derrière la lecture dynamique. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, oui, mais évidemment, en fait, il peut y avoir plein de choses qui vont faire se déplacer la courbe d'offre, la courbe de demande. Ça peut Donc finalement, ils l'utilisent comme presque un peu un point de départ. Hein, et puis après, derrière, ils vont raconter une histoire sur la dynamique. Voilà, Becker, par exemple, je sais pas, dire, je me rappelle quand il était venu ici à Paris, il disait, regardez, c'était une conférence sur l'éducation, il disait, regardez les États-Unis, on n'a pas de concurrence dans le secteur primaire et secondaire, on a de très mauvaises écoles, on a la concurrence au niveau universitaire, on a les meilleures universités au monde. Voilà, donc, ils savaient toujours garder, et ils savent toujours, les économistes de Chicago, garder cette mise en perspective dynamique. Alors, j'arrive presque au bout, je suis obligé d'un petit peu accélérer. Donc du coup, j'ai fait un peu... voilà, quelle est la situation actuelle? Bon, le courant dominant, c'est toujours celui de Walras, hein, de l'économie mathématisée, voilà, en théorie, c'est toujours qu'avec eux. Il y a eu des innovations, en général pour faire des modèles encore un peu plus compliqués, et peut-être donc du coup un peu plus éloignés de... On a vu arriver, débarquer la théorie des jeux, on a vu débarquer, j'ai vu débarquer pas mal de choses, moi, la théorie du non-linéaire dans les années 80, maintenant la théorie des réseaux dans les années 2010, 2020. Moi j'ai l'impression, si je regarde ce que font beaucoup de mes collègues, qu'il y a quand même un certain recul de la théorie. Et au départ de l'économétrie. L'une des grandes lubies de nos économistes aujourd'hui, si vous voulez publier aujourd'hui, l'un des meilleurs moyens, c'est l'économétrie. C'est-à-dire, je vais prendre des bases de données, et puis je vais les tourner dans tous les sens, et puis je vais montrer que contrairement à ce qu'a écrit le collègue 6 mois avant, en fait, c'est pas parce qu'on met, je sais pas, un revenu minimum que forcément il va y avoir une augmentation du chômage, une baisse, etc. L'économétrie, donc on se tourne vers les faits, on essaie d'utiliser au mieux ces données, et finalement on publie ça. Mais il y a moins de réflexion sur... peut-être un exemple qui me vient à l'esprit, c'est notre collègue, c'est Duflo, c'est ça? Je ne sais pas si vous avez vu, alors je ne connais pas bien ses travaux, hein, mais quand elle a eu le prix Nobel, il y a 3-4 ans maintenant, je sais plus, j'étais allé voir un peu des vidéos, et donc Esther Duflo travaille essentiellement sur l'économie du développement, enfin, c'est là qu'elle a fait sa réputation. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est déjà ce qu'on appelle les expériences contrôlées. En fait, c'est du travail alors, de terrain, on pourrait dire, mais il n'y a plus de théorie du développement. Ce sont des gens qui n'ont probablement rien vu de tous les gens dont je vous ai parlé, qui ne connaissent pas Peter Bauer, qui ne connaissent pas la réflexion sur institution et développement. Donc c'est de l'empirique ou de l'économétrique. Moi, il me semble, c'est l'impression que j'ai avec un certain recul de la théorie. Donc persistance du modèle néoclassique, c'est-à-dire que la plupart des collègues, la première chose qui leur vient en tête, c'est les défaillances du marché, externalité, bien public, monopole naturel, asymétrie d'information. Vous entendez que ça, tous les étudiants ne font que ça dans le papier. Voilà, ça reste la grille de lecture, qui est évidemment une grille de lecture qui vient directement de ces modèles extrêmement statiques, qui mettent, genre, qui viennent du prisonnier, genre, ils mettent dans une circonstance particulière un problème, et puis voilà, on va élaborer là-dessus. J'ai pas eu le temps, tiens, j'ai oublié la diapositive, mais j'ai pas eu le temps de revenir. Ça reste des modèles aussi utilitaristes, avec souvent une dimension normative, recherche d'efficience. Là, on pourra
y revenir. C'est John Stuart Mill est probablement l'un des responsables pour cette chose-là. Voilà. Bon, il y a quand même eu des choses. L'école du public choice, c'est quand même important. Il y a pas mal d'économistes qui font du public choice, qui amènent un petit peu d'équilibre, hein, parce que l'école de la défaillance, ça oppose un peu les défaillances de l'État aux défaillances du marché. Donc ça vient donner une approche un peu plus... Voilà. Puis à la montée, on pourra y revenir, du behaviorisme par exemple, qui je vois comme quelque chose d'assez biaisé scientifiquement. J'aurai l'occasion, si vous me posez une question, d'y revenir. Et, dernière diapositive. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je crois qu'il faut revenir à nos racines, c'est pour ça que je suis parti de loin. Il faut revenir à l'économie politique, c'est-à-dire, voilà, l'économie c'est avant tout une histoire de règles du jeu. La politique c'est les règles qui nous font vivre ensemble. Donc si vous voulez une économie qui marche, il faut les bonnes règles. Voilà. Il faut retrouver, vous avez compris que depuis au moins un siècle, les économistes ont essayé de se séparer des autres sciences humaines. Il faut au contraire, je crois, essayer il faut arrêter de couper les sciences humaines en rondelles de saucisson. Il y a l'économiste, le sociologue, l'anthropologue. On a souffert de la spécialisation, de la division du travail. C'est une bonne chose. C'est vrai que des fois, pour aller plus loin, il faut se spécialiser. Mais si c'est pour en oublier, voilà, que l'homme, nous, on ne peut pas découper nos différentes dimensions. C'est peut-être... voilà. L'Humanomics, c'est le titre, par exemple, d'un ouvrage du prix Nobel Vernon Smith, qui, en quelque sorte, pour faire très très court, alors j'oublie, il y a un co-auteur dont le nom m'échappe, mais ils disent on a voulu mettre la richesse des nations et la théorie des sentiments moraux en même temps. Les deux ouvrages de Smith. On a découvert la théorie des sentiments moraux tardivement dans notre carrière, il y a une vingtaine d'années, ça nous a ouvert d'autres perspectives. Et donc voilà, Humanomics, c'est l'idée de... voilà, au lieu d'appauvrir et d'aller vers un appauvrissement de la richesse des nations, au contraire, essayer de montrer que la richesse des nations se comprend bien mieux si on l'intègre avec le reste. Voilà, retour à la réalité aussi, je crois que ce qui caractérise beaucoup de mes collègues, c'est pas parce que vous regardez des tonnes de bases de données à longueur de journée que vous êtes proche de la réalité, quoi. Il faut pas... alors, je ne suis pas un ennemi des statistiques, je ne suis pas un ennemi de l'économétrie, je crois que c'est une... mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est aussi... Alors, je pense à des travaux, par exemple, d'Elinor Ostrom. Comment est-ce que les gens réagissent quand il y a un problème avec la pollution de l'eau, avec les espèces qui disparaissent? Est-ce qu'ils arrivent à développer des types d'arrangements? Quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça échoue? Voilà. C'est ça aussi ce que j'appelle regarder la réalité. Le côté sympathique, c'est qu'à Miami, il y a quand même pas mal de gens qui font ça. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens. Je reviens, j'étais jusqu'à hier au congrès de la Société du Mont Pèlerin, où d'abord j'ai vu plein de jeunes économistes, et pas qu'économistes, et philosophes, et qui travaillent tous vraiment dans cette perspective-là. Et j'ai trouvé ça très réconfortant. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir dans les années qui viennent un changement de paradigme en sciences économiques et que ça va prendre du temps. Il y a un aspect dont je n'ai pas traité, mais je crois que j'ai plus le temps de traiter quoi que ce soit, non, c'est ça? C'est vrai que aujourd'hui, surtout si vous êtes en France, et notre collègue Bertrand Leminici a beaucoup écrit là-dessus, vous avez une recherche en économie qui est financée à 99% par l'État, à travers les CNRS, les laboratoires. Et l'État, évidemment, est intéressé par des papiers qui vont lui servir. Donc, eux, ils continuent à nourrir beaucoup cette macroéconomie, économétrique, etc., qui pour eux va leur donner des arguments, etc. Donc, le changement de paradigme va se faire, il se fait toujours. Les Français ne seront peut-être pas les premiers, parce que justement, ils souffrent de ce manque de concurrence un peu dans le système de la recherche. Il y a donc plus de chances que ça vienne d'ailleurs, mais bon, on essaiera d'attraper le bon wagon. Voilà, je m'arrête, merci, et je ne sais pas si on a encore du temps pour les questions. On me dit que les hommes savent faire une chose à la fois, moi je ne sais pas m'occuper du temps.
j'ai 9h30. Ouais, on est censé s'arrêter là, c'est ça? Mais peut-être qu'on peut prendre 2-3 questions. Oui. Tyrol, vous mettez un peu. Ah, Tyrol, c'est un néoclassique de la pure espèce. Pas la pire, hein, mais attention, je veux dire la pure. Donc c'est l'école de Toulouse, c'est dans l'analyse néoclassique, alors aussi l'école française, donc plus à l'aise que la moyenne des économistes avec le langage mathématique, ce qui leur a donné un plus quand sont venus tous les modèles d'agence, de théorie des jeux, après, etc. Très beau, hein, au niveau technique, au niveau... Mais après, à part ça, je pense que c'est très pauvre, enfin, par rapport à... Je ne sais pas si vous avez lu, quand il a eu le prix Nobel, il a sorti un ouvrage, L'économie du bien commun. Alors déjà, évidemment, je me suis demandé qu'est-ce qu'il appelle le bien commun, quoi. Peut-être je vais avoir une lumière, peut-être il a lu, potassé la notion, le concept de bien commun dans l'histoire des idées, mais pas du tout, en fait, c'est l'efficience économique qui nous ressort. Voilà, alors après, au niveau politique, je ne sais pas où il est, je ne sais rien, peut-être plutôt pro-marché que le contraire, contrairement peut-être à son collègue Stiglitz, mais voilà, en tout cas au niveau des outils, c'est vraiment l'analyse mainstream la plus pure. Pour le peu que j'en ai entendu, systématiquement, ça fait partie de ces gens qui disent et c'est un libéral qui vous le dit. Donc en général, ce qui précède, c'est selon moi, il faudrait plus d'État, selon moi, il faudrait plus de etc. Et c'est un libéral qui vous le dit. À chaque fois, on a envie de dire oui, mais c'est pas là que tu es le plus libéral, c'est pas quand tu te dis ça que. Voilà, mais alors, je ne l'ai pas dit, parce que je n'ai pas pensé à préparer les notes, mais j'ai pensé un peu en amont. La plupart de ces économistes, il faut bien voir qu'ils ne connaissent que ça. C'est-à-dire que la présentation que je viens de faire, ils ne l'ont jamais eue. Et ils n'ont pas idée, bon la plupart, peut-être Basset, ils n'ont jamais lu, c'est sûr, le traité de Jean-Baptiste C. Donc ils prennent l'économie, comme leur a enseigné leur prof, et puis ils essaient de faire avancer ce truc-là. Donc c'est, à la limite, c'est un manque de curiosité, peut-être intellectuelle, mais en soi, je veux dire, en plus vous avez publié dans les meilleurs journaux, etc. Donc voilà, je veux dire, eux, ils ont l'impression de jouer le jeu avec les règles de la recherche telle qu'elle est conçue, et pas qu'en France, hein, il y a quand même, c'est quand même le courant dominant, même aux États-Unis, où il y a plus de diversité, plus de liberté. Donc eux, très souvent, je veux dire, c'est pas des... donc, mais du coup, ils ont tendance à nous regarder un petit peu comme des gens un peu bizarres, quoi. Alors qu'en fait, on s'inscrit dans une tradition qui est, je pense, assez longue. Peut-être la plus longue. Même. Moi, j'ai une question. Ouais. C'est concernant la rationalité. Ouais. Est-ce que pour les libéraux, tous les individus ont une rationalité concernant leur axe d'achat, où il peut y avoir un petit peu des déterminismes qui vont permettre de modeler? Parce que je pense que certains actes d'achat ou même certains actes des individus sont poussés par une rationalité, et je pense que d'autres, notamment on le voit avec le marketing ou d'autres, il peut y avoir des déterminants ou des déterministes qui peuvent contraindre les individus. Alors, bon, déjà, il faut encore un peu de pub pour notre économie libéralisme. C'est des sujets que j'ai un peu abordés dans la conférence sur l'anthropologie libérale, justement, qui essaie de voir quelle vision de l'humain, et entre autres la dimension rationnelle. La réponse, et là encore, c'est peut-être, je pourrais raconter une anecdote. J'ai pendant très longtemps enseigné l'économie en partant de l'hypothèse de rationalité, en partant de la définition de la fameuse de Robbins. Donc le comportement de l'individu s'explique à l'aune de ses besoins. Donc, parce qu'un acte rationnel, c'est le fait que voilà, je n'agis pas au hasard, j'agis de telle sorte à atteindre mes objectifs. Et j'ai par la suite découvert deux citations, l'une de Ronald Coase et l'autre de Hayek, et comme très souvent celle d'Hayek est vraiment extraordinaire, dans laquelle il dit explicitement
c'est à tort que l'on dit que l'analyse économique est basée sur, ou prend la rationalité comme prémisse de l'analyse. Et lui, comme cause, disent en fait, on aura un comportement plus ou moins rationnel en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Souvent, l'économiste insiste sur la rationalité parce qu'au départ, ce qu'il analyse, c'est les marchés. Et c'est vrai, comme l'explique Coase, que sur le marché, vous ne pouvez pas toujours être irrationnel. Vous ne pouvez pas, dit Coase, longtemps vendre 8 € quelque chose qui vous coûte 10 € à produire. Vous allez faire faillite, vous allez disparaître. Donc sur le marché, il va y avoir, même en tant que consommateur, certes, on subit des pressions, ou bon, il y a la publicité, donc on peut de temps en temps avoir un comportement qui nous éloigne finalement de nos objectifs, mais enfin le consommateur aussi, il a un porte-monnaie qui n'est pas sans fond, donc il y a un moment où il va devoir faire attention. Par contre, dans d'autres domaines, je crois que ça c'est très... Et là d'ailleurs, il se passe beaucoup de choses du côté de l'analyse du public choice, mais dans d'autres domaines comme celui des choix politiques, c'est parfois le domaine de l'irrationalité. Plus on fait et on promet n'importe quoi, plus on aura de voix. Et les gens votent. Ils font ce que, justement cette semaine, là, Randy Halcombe a appelé des choix expressifs, plutôt que des choix, c'était quoi le choix expressif, le choix instrumental. Le choix instrumental, c'est le choix rationnel pour atteindre mes fins. Le choix expressif, c'est j'exprime mon truc. Je vote Mélenchon parce que je veux voter Mélenchon, parce que je veux exprimer quelque chose, voilà. Donc oui, cette hypothèse rationnelle, elle est importante. Le rôle qu'elle joue dans l'analyse économique libérale est peut-être plus compliqué qu'on le pense. Mais sur le fond, les libéraux pensent que c'est le contexte qui va quand même dicter un petit peu le degré de rationalité qu'il va y avoir dans le comportement. Qu'on dit dans le cadre de la famille, c'est pareil, il y a des gens qui ruinent leur famille, ils font n'importe quoi, ils vont ruiner toute leur famille pendant 40 ans. Ça va être... Parce que c'est un autre contexte, un contexte du marché. Donc ce que dit, pour terminer la citation d'Hayek, il dit ce qui est important, c'est d'être dans un contexte où il y a une certaine forme de récompense pour celui qui fera des choix un peu plus rationnels. Parce que même sur le marché, il y a beaucoup de gens qui font des choses pas rationnelles. Il y a des mécanismes autorégulateurs. S'il y en a qui font des mauvais choix, celui qui fait un bon choix s'appellera l'entrepreneur, il va faire des profits et il va rectifier ses choix. C'est d'ailleurs la grande erreur des behavioristes. Les behavioristes partent du principe qu'on a des biais. Bien sûr, on a des biais psychologiques, bien sûr, mais ils ne voient pas l'autre. Voilà, selon les contextes, entre autres le contexte marchand, ces biais qui sont chez les consommateurs, chez les producteurs, voilà, ils vont avoir tendance à être corrigés par celui qui va faire un choix plus sensé, plus raisonné, etc. Donc, ouais, c'est une hypothèse fine, celle de la rationalité, beaucoup plus que je ne le pensais. Parce que pour terminer mon anecdote, quand j'ai lu ces deux citations, j'ai dit, mais allez, encore une fois, t'as dit n'importe quoi, tes étudiants, il va falloir reprendre ton cours et ton introduction sur la rationalité, ce que j'ai fait d'ailleurs. Voilà, on apprend. Notamment chez une fois le mot capitalisme. Bon, mot introduit par Marx et popularisé par Marx. Non, le capitalisme, c'est quoi? C'est la propriété privée des moyens de production. Je sais pas, pour moi, c'est un terme un peu vague. Propriété, j'ai employé beaucoup le terme propriété. Voilà, parce que finalement, c'est ça. Marx, il a créé ce mot parce qu'il en avait peut-être probablement besoin pour expliquer toute sa théorie du conflit, quoi. Il y a ceux qui sont propriétaires du capital et qui donc peuvent avoir des machines, etc. Et puis, et donc c'est un terme qui était utile. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on invente le socialisme, il faut bien nommer l'état naturel, disons, et Marx l'appelle capitalisme pour désigner l'ennemi, comme si c'était un système construit. Mais finalement, le capitalisme, c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de socialiste dans la pièce. Quoi. Marx, lui, voulait se démarquer des autres socialistes que j'ai mentionnés rapidement, les Proudhon, les Fourier, et du coup, il appelait son socialisme le socialisme scientifique. Il n'appelait pas communisme, c'est pas socialisme scientifique. Ceci dit, vous pouvez lire le manifeste
vous avez très très peu d'idées sur ce à quoi va vraiment ressembler la fameuse société qui l'appelle le CE. Donc en fait, c'est plus un mauvais théoricien du système des libertés naturelles qu'un théoricien du socialisme, parce qu'on a très peu d'infos sur comment ça va fonctionner. C'est pour ça qu'il va falloir attendre ces gens au début du XXe, lorsque vraiment des gens vont vouloir mettre en œuvre ce socialisme. Ils vont dire, bon, est-ce que ça va marcher, comment on va faire, savoir combien de roulements à biproduire, de tonnes de papier WC, il va falloir qu'on s'organise. Vous avez parlé de régime véridique, c'est un peu l'ancêtre du socialisme. Vous avez parlé du régime véridique, qu'est-ce que ça signifie? Le régime véridique? Ouais, véridique, un petit peu plus tôt dans la conférence. Vous avez parlé de Fourier. De Fourier? De Fourier, oui. Sur le socialisme du 19e, c'est un peu les ancêtres de Marx, peut-être? Je crois que c'est différent. Une fois encore, c'est difficile de tous les mettre dans le même panier. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils rejettent, donc ils se positionnent contre l'école libérale, qui était la seule école vraiment. Et chacun avec son angle d'attaque. Donc Fourier, lui, c'est que finalement cette société libérale réduit l'homme à certaines dimensions de l'homme. Il y a d'autres dimensions, donc il faut qu'on change de mode de fonctionnement pour que l'homme puisse s'épanouir pleinement. Des gens comme Saint-Simon, mais aussi comme Fourier, eux, ils trouvaient que cette société libérale, finalement, elle part dans tous les sens, on va probablement pouvoir faire mieux, en organisant un petit peu, ça c'est cette grande, surtout ces esprits français. Donc, en fait, ils n'ont pas compris ce qu'a expliqué Smith, ce que reprendra Menger, et puis après Hayek, cette idée d'ordre spontané, qui est une idée contre-intuitive et qui est difficile pour un esprit français. Que des choses puissent fonctionner mieux sans chef, sans pilote, alors que, et une fois encore, Hayek insiste là-dessus, et l'idée d'ordre spontané, c'est peut-être l'idée la plus importante de l'économie. C'est l'idée qu'a chez Smith, la main invisible, elle essaie d'exprimer ça, elle est au cœur de son ouvrage. Et regardez, ce système, c'est un peu paradoxal, c'est un système de liberté, les gens font ce qu'ils veulent, ils investissent où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, et ça marche super bien. Et la richesse des nations, c'est... Et on comprend bien ceux qui disent, mais non, ça sera mieux si on organise, quoi. Il faut encore, surtout si vous êtes un esprit français. On se trompe. Donc ce concept d'ordre spontané que Menger appelle les institutions organiques. Ordre spontané, c'est le terme de Hayek. Menger, lui, parle d'institutions organiques, et Adam Smith parle de même visible. Enfin voilà, c'est la même idée. C'est la même idée. Et qui est vraiment au cœur, je ne sais pas, vous connaissez peut-être le petit pamphlet, moi le crayon. Mais moi, le crayon, c'est une reprise des 15 premières pages de Smith, quand il décrit qu'est-ce qu'il a fallu comme effort pour faire le chandail qui est sur la chaise de l'ouvrier, sur le port à Londres. Et là, il parle de 10 pages pour dire les millions de personnes qui ont collaboré pour faire ce chandail, sans le savoir et sans se rencontrer souvent. Donc, cette idée, elle est vraiment au cœur, de l'analyse libérale, quoi. Et je crois que c'est tout le mérite d'Hayek, pour moi, au XXe siècle, de l'avoir retravaillé, d'avoir essayé de l'expliquer avec des mots nouveaux. Il y a une, si vous voulez des choses encore un peu plus récentes, il y a une vidéo TED d'un auteur qui est très intéressant, qui s'appelle Matt Ridley, R-I-D-L-E-Y. Matt Ridley, c'est un scientifique, journaliste, enfin il est très difficile à classer, mais un personnage très intéressant. Il a écrit un ouvrage à l'époque qui s'appelait L'optimiste rationnel. Et là il vient de sortir aussi quelques ouvrages intéressants. On va essayer de faire venir Alex en juillet prochain. Et Ted Ridley, si vous regardez l'une de ses vidéos, pas Ted Ridley, Matt Ridley, si vous regardez l'une de ses vidéos TED, et je crois qu'elle s'appelle When Ideas Have Sex. Lui, ce qu'il prend, c'est l'histoire il compare le silex et la souris informatique.
pour redire encore la même histoire que Smith, la même histoire que le crayon, c'est-à-dire regardez cette souris informatique, personne ne sait la produire sur cette planète, pourtant ça coûte à peine 15 €, c'est un instrument merveilleux, alors que le silex, c'est une technologie qui n'a pas évolué pendant des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années, il n'y a aucune division du travail, voilà. Charles Gave qui a fait le pain au chocolat aussi. Oui, je crois qu'il y a le un petit livre pour sandwich. enfants. Voilà. Je crois qu'à une époque, il y avait une vidéo qui traînait sur qu'est-ce qu'il faudrait si vous deviez faire vous-même votre sandwich de A à Z. Non, mais vous pourrez faire son blé, vous pourrez faire la charrue, etc. Combien de temps ça vous prendrait pour faire un sandwich? Oui, mais parce que c'est la même leçon, donc chacun, avec sa pédagogie, va essayer. Parce que c'est l'une des idées centrales. Et qui fait d'ailleurs parfois la difficulté qu'il y a à communiquer les idées libérales. Oui. Non, pardon. Et puis ça vient peut-être aussi du fait que quand on voit une horloge fonctionner, bon, voilà, on se dit ça fonctionne super bien. Quand on voit une société comme Apple ou Facebook, etc., on voit bien que c'est ordonné, que c'est planifié, qu'il y a un chef qui décide de plein de choses, etc. Et donc il y a beaucoup de gens qui font cette erreur de penser que la France ou voire le monde mérite le même traitement. Et c'est là qu'ils se trompent, et c'est là que cet ordre spontané en fait ne s'applique pas à tout. Si l'entreprise Apple n'était pas dirigée, sans doute qu'elle fabriquerait de bien moins beaux produits que ce qu'elle fabrique. Il faut qu'il y ait des visionnaires, des gens comme ça, des entrepreneurs, des capitalistes qui investissent, qui ont des idées très précises de ce qu'il faut faire. La seule chose, c'est que ça ne marche que effectivement à l'échelle d'entreprises qui peuvent faire faillite, et pas à l'échelle d'États qui ne peuvent pas faire faillite. Tout à fait. L'idée, c'est pas de dire que seuls les ordres spontanés, c'est l'idée de dire, d'admettre, mais une fois encore, c'est d'abord une constatation. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Smith, il observe d'abord, il constate que ça marche. Et donc il va se dire, tiens, il y a quelque chose qu'on peut appeler des ordres spontanés. Ça ne veut pas dire que les ordres créés ou les organisations sont à rejeter, bien au contraire. Et il faut, une association a besoin d'organisation, a besoin d'un plan. Donc il ne s'agit pas de dénigrer les autres formes d'ordre, mais il s'agit d'admettre qu'il y a des fois des choses qui sont d'autres formes d'institutions sociales, d'institutions organiques. Et ça, c'est vraiment une idée clé du libéralisme. Après, il y a des États, vous disiez que les États peuvent pas faire faillite, mais les États ont déjà fait faillite, comme le Zimbabwe, l'URSS. La France. D'ailleurs, on ne parle pas de faillite, mais de défaut de paiement, précisément parce que le Zimbabwe est toujours là. Donc, oui, mais on est bien d'accord, ça revient au même. Mais il y a eu un changement de... Bien sûr. Voilà. J'adore la discussion, mais on a fait venir de l'autre voilà, côté des Alpes Nicolas, et en plus on s'est donné plein de temps avant et après la réunion pour pouvoir échanger un peu plus. Donc je vous propose de prendre un petit peu de boisson, de café, de vous détendre, un petit quart d'heure, donc même si on était censé reprendre en 11h30, 11h15, c'est ça?